Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo. C'est le dernier livre signé par Patient Ligodi, un livre qui nous interroge sur la qualité de notre vie en tant que consommateur des informations. On ne parle que de pollution de l'air, mais il y a aussi la pollution de l'esprit, il y a aussi la pollution de l'intelligence quand vous consommez des choses qui sont incompatibles avec votre bonne santé mentale et spirituelle. Vous êtes dans la pollution et c'est un grand risque qu'a pris aujourd'hui mon invité qui est Patient Ligodi. Bonsoir Patient Ligodi. Bonsoir Monsieur Kalengai. C'est avec un très grand plaisir que je vous reçois aujourd'hui. Je vous reçois aujourd'hui comme un savant parce qu'il y a très peu de personnes qui s'attaquent à la réalité. Les gens attendent que les choses soient tassées. Ils prennent les distances avec les faits pour pouvoir ergoter. C'est facile. Mais analyser un phénomène qui est en pleine production, c'est un très grand risque intellectuel. Vous l'avez fait et je vous reçois avec beaucoup de joie. Patient Ligodi, vous êtes un journaliste, vous êtes d'abord un journaliste, et puis un journaliste et enfin un journaliste. Mais avec votre temps libre, vous êtes le patron d'actualité.cd. Vous avez mis en place ces réseaux, cette plateforme d'intelligence informationnelle qui en est aujourd'hui, qui est le premier aujourd'hui dans notre pays. Un site internet avec énormément de suivi, c'est actualité.cd. Vous êtes aussi, par votre temps libre, représentant des médias internationaux pour lesquels vous donnez quelques papiers. Mais au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de vous, les journalismes, c'est ça votre dada. Vous êtes aussi enseignant, vous donnez des cours. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement un des experts en cette matière. Vous êtes membre aussi du réseau des médias en ligne. Vous venez de publier cet ouvrage. La question, la première, qu'est-ce qui a mûri en vous pour que l'ouvrage devienne une obligation? Merci beaucoup, merci de l'invitation. Savant, c'est beaucoup, mais je crois qu'on est des éternels apprenants et dans ce cadre-là, il arrive des moments où vous vous dites que bon, j'ai appris, je peux également partager. Et donc c'est ce que j'ai fait et cet ouvrage, c'est un appel au débat. C'est parce que je me dis que c'est un débat qui est mondial, mais que dans notre pays, on peine à pouvoir intégrer cette donne dans la réflexion du débat public. J'ai donné le jour de la présentation de l'ouvrage quelques statistiques. Par exemple, les dernières statistiques du Forum mondial de Davos qui dit que dans les 2 ans qui viennent, on va avoir notamment 2 principaux risques. Parmi les risques que nous aurons, les risques globaux, comme il les appelle, on a notamment la pollution de l'information. Le premier risque global, c'est notamment la question du climat. Et le deuxième risque global, c'est la question de la désinformation et de la mésinformation. Pourquoi? Parce que les attaques que les nations, que les pays commencent à avoir, ce ne sont pas que des attaques liées aux bombes, ce ne sont pas que des attaques liées aux armes, mais aussi des attaques informationnelles. Ça, c'est pour placer le contexte sur le plan international. Et notre pays également dans une, on va dire une guerre, notamment contre le Rwanda. Et c'est des éléments qui doivent être pris en compte pour que l'on arrive à savoir quelles sont les armes que nous avons à notre disposition, quelles sont les armes que les autres ont à leur disposition pour savoir sur quel terrain l'on arrive à pouvoir à danser. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est aussi de dire qu'avant, nous, quand on regardait la télévision, il y avait Willy Kalengai à la télévision. On n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Twitter. C'est-à-dire l'écosystème de l'information était essentiellement alimenté par des sources qui étaient plus ou moins identifiées. Et ces sources-là, c'était la radio, c'était la télévision, c'était la presse écrite. Et en très peu de temps, l'écosystème de l'information a été envahi par plusieurs autres sources qui ne sont pas forcément des sources qui sont, on va dire, qui s'accompagnent de matériaux, d'outils pour manipuler, pour traiter la question informationnelle, mais qui vont avec, on va dire, peu de sécurité autour du traitement de l'information. L'information, c'est une donnée vraiment, on va dire, inflammable. Il faut faire très très attention quand vous traitez l'information et malheureusement, toutes ces sources aujourd'hui qui concourent à, on va dire,
au fait qu'on donne l'information à l'espace public ne sont pas des sources qui passent par le cheminement du traitement de l'information tel que les journalistes l'apprennent à l'école. Alors, il y a deux mots qui ont été pratiquement liés l'un à l'autre. L'un n'est pas dans le journalisme, mais vous l'avez quand même accordé, c'est le mot pollution. Pollution de l'information, la pollution, on voit tout de suite là la science géologique, la science climatique, etc. On voit la consommation de l'air et tout ça. Le fait d'avoir lié les deux mots, ce n'est pas un raccourci. Oui, on peut dire que c'est un raccourci, mais quand on regarde comment la pollution fonctionne dans l'écosystème aujourd'hui, on voit très bien que dans les domaines de l'information, c'est la même chose. J'ai défini la pollution de l'information avec des exemples très simples. Par exemple, quand je parle de la soupe de ma mère, et qui, quand elle prépare, elle met tous les ingrédients possibles pour que la soupe soit de bonne qualité. Et je connais plus ou moins la recette, je sais qu'elle va mettre ceci, elle va mettre cela, et ça sera de bonne qualité. Mais si quelqu'un d'autre arrive à mettre, par exemple, du sable dans cette soupe-là, en dépit de tous les ingrédients mis par ma mère, cette soupe-là ne sera pas de bonne qualité. La même chose avec l'information. J'ai beau donner une information sur RFI ou bien sur Actualité.cd, tant que l'espace public n'est pas alimenté par mon information à moi en tant que journaliste, et que cet espace public est également alimenté par des sources très peu crédibles, des sources avec des ambitions qui ne sont pas toujours avouées, je veux dire qu'on met en compétition l'information journalistique avec du contenu informatif qui ne sont pas toujours de nature à contribuer à la qualité du débat public. Pour comprendre cette nouvelle réalité, parce qu'elle a quand même emballé les bases traditionnelles de la production de l'information, il y a des nouveaux termes qui sont arrivés, notamment celui que vous mettez vous-même dans votre livre, fake news. Il y a un autre terme, fact-checking. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il faut ancrer le concept de fake news dans un contexte, dans le contexte électoral américain. On a le président Donald Trump qui arrive, qui se présente comme un anti-système, qui va s'attaquer notamment aux institutions médiatiques qui existent, et qui, pour lui, tout ce qui est diffusé au travers des médias relève de ce qu'on appelle fake news. Maintenant, le fake news, ici, il faut bien comprendre qu'en anglais, quand c'est faux, on ne dit pas fake, on dit false. On dit, mais fake, ici, va dans le sens de dire manipuler avec l'intention de nuire. Donc fake news, c'est en fait des informations orientées. Avec un but précis. Donc des munitions, en fait. Exactement. Donc on se retrouve dans une situation aussi, je vais schématiser, on a trois grands ensembles. Ce qu'on appelle la désinformation. La désinformation, c'est je publie une information, je trafique une information, je falsifie une information dans le but de nuire, de faire mal, ou bien de désorienter, d'amener vers ce que je considère comme objectif final de ce que doit être, on va dire, ma cible. Et puis il y a une deuxième catégorie, un deuxième grand ensemble qu'on appelle la mésinformation. Généralement, moi je dis la mésinformation, c'est le syndrome de mon père, dans la mesure où mon père, quand il reçoit une information, un contenu sur son WhatsApp, le premier réflexe qu'il a, si on lui dit par exemple attention, Kinshasa demain va tomber et qu'on sort, son premier réflexe c'est de partager avec son fils. Non pas parce qu'il est journaliste, mais pour le préserver, pour le sécuriser et qu'on sort. Donc l'intention de nuire n'y est pas. Mais c'est quand même une propagation des choses qui ne sont pas vérifiées. Et ça, on appelle la mésinformation. La mésinformation. Après, on a aussi une troisième catégorie, on va dire un troisième grand ensemble qu'on appelle la malinformation. C'est comme moi, journaliste, je ne fais pas très bien mon travail, où je donne à la population du contenu que si on était, par exemple, au niveau de la nutrition, la gastronomie, on l'appellerait la malbouffe. La malbouffe, c'est... Un peu comme... Félix Tshisekedi serait à Kigali. Exactement. Bon, il n'a pas bien fait son travail. Oui. Il n'a pas recoupé. Là, nous sommes dans le cadre de la malinformation. Alors, on n'a pas investigué le cas, on n'a pas travaillé sur le cas pour savoir s'il y avait intention de nuire ou pas. Mais de la manière dont ça a été fait, on voit très bien que ce n'est pas de la désinformation dans la mesure où il y a eu un démenti qui est venu. Un démenti qui est venu, et bien même des excuses qui ont été présentées. Donc, malinformation. Le journaliste a mal travaillé. Il a très mal travaillé.
il a mal informé. Comme il a mal informé, ceux qui ont partagé sans vérifier sont dans la mésinformation et le tout rentre dans une stratégie de pollution de l'information. Oh, pas possible. Donc c'est vraiment un très très beau ouvrage, un beau livre, parce que il faudrait quand même qu'on puisse le partager. Alors ce livre a été mis sous les fonds baptismaux il y a quelques jours. Et il est sorti déjà le 2 avril, hein, parce que comme ça il est sorti, journée internationale du fact-checking, donc présenté au niveau de l'hôtel Sultani pour pouvoir être mis en circulation. Nous y étions et nous avons voulu en faire un petit reportage. Nous allons d'abord vous remettre dans l'ambiance de ce jour-là. C'est au Sultani Hotel que s'est tenu le vernissage et le baptême du livre Pollution de l'information, Fake News et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo. Un événement dédié à la réflexion sur l'impact de la désinformation dans notre société et le rôle crucial du journalisme. Une œuvre écrite par Patient Ligodi pour appeler à l'action et à comprendre le mécanisme de désinformation afin d'améliorer la qualité de l'information que l'on veut transmettre. Le message est simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, le travail à faire au niveau notamment de l'intégrité de l'information, c'est un travail collectif. Il faut qu'on se rende compte que l'espace public dans lequel nous vivons est alimenté de plusieurs types d'informations. Il y a évidemment les informations journalistiques, il y a les connaissances que nous recevons à l'école, mais il y a aussi toutes ces informations malveillantes qui circulent notamment sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, dans le groupe WhatsApp et consorts, qu'il nous faut évidemment combattre. Parce que l'on ne peut avoir, on va dire, une meilleure qualité du débat public qu'en comprenant comment fonctionne, on va dire, le mécanisme de la désinformation pour que l'on puisse promouvoir les meilleurs canaux d'information. La qualité de notre démocratie dépend de la qualité de notre débat public. Et ce débat public-là est nourri notamment par le travail des journalistes. Et nous autres journalistes, nous devons faire très très attention à comment nous manipulons, comment nous fabriquons, comment nous traitons, comment nous gérons l'information. Mais ce travail-là n'est pas simplement un travail des journalistes, c'est un travail du régulateur, c'est un travail de l'autorégulateur, mais c'est aussi un travail de la société dans son ensemble, puisqu'il faut regarder également ce que font nos enfants à la maison, ce que font les membres de nos familles pour que l'on puisse avoir un débat public de qualité dans la société. Un livre préfacé par le professeur Achille Bunjoko qui a dit un mot quant à cet ouvrage. Je suis en partie lié à cet ouvrage parce que c'est moi qui l'ai préfacé, ce qui signifie que pour moi c'est un événement très important. Et non seulement important parce que je l'ai fait, mais il y a aussi l'importance liée au contenu, à cette matière-là, qui aborde les phénomènes récents, un phénomène pervers qui écume nos sociétés. Je crois que c'est très important. L'ouvrage en lui-même n'est pas une solution, mais le contenu qu'il véhicule peut permettre à ce qu'on puisse au moins avoir un début de solution. Pourquoi? Parce que le phénomène de fake news, c'est un phénomène trop vaste, trop large. Je crois qu'il faut y aller. Et pour y aller, il fallait quand même un premier pas. Je pense que ça, c'était un premier pas et c'est à encourager. Les participants à cette activité ne sont pas restés sans voix car la désinformation est un phénomène qui a occupé une grande place dans notre société. Les impressions sont des satisfactions après la sortie, le vernissage du livre du confrère Patient Ligodi. C'est un travail acharné qui n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez que de nos jours, la désinformation, nous luttons contre cela. Et surtout en ce moment où notre pays traverse cette crise dans l'est du pays qui n'est pas que sécuritaire mais aussi informationnelle. Donc il est de notre devoir en tant que journaliste de travailler pour que l'information soit donnée telle qu'elle est reçue et que nous puissions marteler sur les faits et qu'ensemble nous puissions batailler, travailler afin d'abolir la désinformation parce que la désinformation peut créer et peut susciter beaucoup de maux au travers la population et à travers tous les pays entiers. Écrit en 253 pages et réparti en 7 chapitres, le livre Pollution de l'information, Fake News et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo permettra à ses lecteurs, les professionnels des médias, ainsi que les instances régulateurs des médias de distinguer l'information vraie à la fausse. Voilà, nous avons vu que c'était une influence de grandes intelligences
Et nous avons essayé, on ne va pas entrer dans tout l'ouvrage, il faut l'acheter, il faut le lire, chacun doit avoir un moment intimiste avec cet ouvrage parce qu'il se révèle à nous-mêmes et il nous donne les orientations quant à ce qu'il nous faut faire. Alors nous allons révisiter un peu superficiellement et je commence par le professeur Achille Mundjourou qui est le préfacier. Alors lui, dans cet ouvrage, il vous cite, il essaie de situer un tout petit peu le rôle central qui est le vôtre. Ça sera ma question. Laissez-moi d'abord lire un peu cet extrait. À la page 13, le profacier, il dit « Patient Ligodi a mis en œuvre ses écrits comme étant doublement témoin vivant cette expérience du point de vue professionnel et humain dans une société cosmopolite. Comme je l'ai noté ailleurs, porter témoignage n'est pas seulement raconter. C'est également s'engager. Et engager les récits vis-à-vis d'autrui. C'est prendre ses responsabilités devant l'histoire quant à la vérité de ce qui s'est produit. C'est un appel à la communauté. Il continue un peu plus loin parce qu'il parle de celui qui s'engage, qu'il appelle le témoin. Alors, il dit, le témoin a le droit, le devoir en fait, de témoigner d'eux. Les témoins peuvent et doivent parler aux autres de ce qu'ils ont vu. Le palier des faits concède un engagement phénoménologique. Il formalise en écho le credo du sénateur américain Daniel Paris Moniba qui disait « Chacun a droit à sa propre opinion, mais pas à ses propres faits ». Aujourd'hui, la désinformation, aujourd'hui les fake news, comme vous aimez bien le dire, pose la problématique même des faits. On peut avoir son opinion. Mais aujourd'hui, il y a même polémique autour de ce qui est arrivé. Pourquoi? Il y a on va dire, le contexte dans lequel nous vivons, c'est un contexte de superficialité, c'est un contexte de légèreté, c'est un contexte de... J'étais malheureux le jour où je voyais Dr Muyembe qui tentait d'expliquer les bien-fondés, notamment de la lutte contre le coronavirus, être confronté à une opinion sur les réseaux sociaux qui était pas forcément des opinions basées sur les faits, mais des opinions des personnes qui avaient peur, des personnes qui étaient dans les défis, des personnes qui étaient... refusaient par exemple la vaccination. Exactement, au-delà de la vaccination, qui détruisait carrément le curriculum, les cursus du docteur Muyembe, la place que docteur Muyembe a dans la société. On a comme ça des savants qui, quand ils parlent, je ne dis pas qu'on devait se taire, mais on devait d'abord écouter, analyser, ensuite rentrer dans les débats. Donc c'est ça notre société. Notre société, c'est une société, que ce n'est pas qu'au Congo, c'est une société aujourd'hui qui remet en cause l'ordre établi, qui se pose beaucoup de questions et on est dans l'anarchie, entre guillemets. Les faits ne sont plus sacrés. Les faits... Comme si chacun avait le droit de décréter ce à quoi il adhère, quoi. Exactement. Qu'est-ce qui est arrivé? Pour moi, ce n'est pas arrivé. Oui, exactement. On l'a vu pendant la période des élections en 2023. Ouais. En décembre, on en parle dans un bouquin qui va sortir à la fin de ce mois également. C'est que les journalistes... Moi, j'ai dit que c'était la mise à l'échec du journalisme, dans le sens où l'information journalistique n'a pas existé aux côtés des opinions de ces hommes politiques qui étaient en campagne. On avait une grosse communication, des grosses machines de communication qui distillaient de l'opinion, pas des faits. Pas des propositions, mais que des opinions. On avait des candidats qui étaient qualifiés de propagateurs de culture d'homosexualité et consorts, sans qu'en face, l'on ait la capacité de prouver ce qu'on était et consorts. Donc c'est ça notre société, malheureusement. Mais il faut juste qu'on arrive à se rendre compte que une société qui se nourrit essentiellement d'opinions, une société qui considère des opinions comme des faits, une société qui ne bâtit pas, on va dire, le débat public autour de ce qu'on appelle les problèmes publics, c'est une société qui, malheureusement, ne peut pas arriver à bâtir, on va dire, une population qui irait dans le sens du développement. Dans cet ouvrage, vous parlez des blocages qui se positionnent
dans l'effort de vérification des faits. Exactement. Et parmi ces blocages, vous citez le raisonnement motivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les raisonnements motivés rentrent dans un ensemble qu'on appelle les biais cognitifs. En fait, les biais cognitifs, dans son ensemble, c'est des prédispositions mentales que nous avons qui nous protègent, qui font en sorte que l'on réagisse rapidement, qui nous donnent le raccourci dans notre façon de réagir quand on reçoit, on va dire, une information, quand on doit rapidement réagir. Et parmi ces biais cognitifs, on a évidemment ce que vous avez cité, les raisonnements motivés, mais on a également ce qu'on appelle les biais de confirmation, qui sont très très proches, qui veut tout simplement dire que parfois, quand on est dans la société et qu'on doit réagir, on est plus enclin à accepter les propositions qui rentrent dans nos convictions de tous les jours, dans notre, on va dire, là où on est plus à l'aise dans notre façon de réfléchir, dans notre façon... D'ailleurs, les gens ne s'abonnent, n'adhèrent qu'à des groupes WhatsApp, par exemple, exact. Où on pense comme soi. Exactement. Voilà, donc on est en train de proposer soi-même les éléments de notre conviction pour demain. Et qui rentre dans un peu ce qu'on appelle l'homophilie, cette capacité qu'on a à aller vers les gens qui nous ressemblent. Mais le drame avec tout ça, c'est que les raisonnements, enfin le biais cognitif, sont utilisés par les plateformes numériques comme de vrais pièges. C'est-à-dire, quand vous allez sur TikTok aujourd'hui, vous ne consommez que ce que vous demandez. C'est-à-dire qu'on organise des algorithmes de sorte à identifier ce que vous aimez. Et on vous propose que ce que vous avez, et ça crée une sorte de bulle informationnelle, et vous êtes embrigadé, emprisonné dans cette bulle. Donc vous avez les biais cognitifs qui sont inhérents à l'espèce humaine, et vous avez également les algorithmes des réseaux sociaux, des plateformes numériques, qui, quand les biais cognitifs rentrent en contact avec les algorithmes de Facebook, de Twitter et d'Instagram et consorts, qui créent cette bulle informationnelle, vous rentrez emprisonné dans cette bulle, vous ne discutez qu'avec des gens qui vous ressemblent, et vous ne pouvez qu'avoir malheureusement une société très clivante avec des difficultés de trouver des discussions, des échanges. Votre livre est magnifique, hein. Je crois qu'on aura le temps de le lire et de le relire et de l'enseigner et de le proposer carrément à la formation des journalistes aujourd'hui. Alors, parce que nous parlons de pollution de l'information, la pollution, c'est quand même un phénomène mesurable. On peut mesurer dans un environnement la qualité de l'air, on peut mesurer les niveaux de l'oxygène, on peut mesurer cela. Peut-on mesurer la pollution de l'information? Est-ce que quelqu'un peut se dire, là, je suis dans la pollution? Comment il peut savoir? Alors, il y a un travail qui est fait, malheureusement, dans notre pays jusque-là, puisque c'est des notions nouvelles. On propose une sorte de problème, solution, fake news, fact-checking, mais ce n'est pas la seule solution. La pollution de l'information, comme on l'a vu, ne se limite pas à la définition de ce que c'est qu'une fake news, mais ça rentre dans une on va dire, une batterie d'autres concepts, d'autres manifestations et consorts. Au-delà de fact-checking, il y a d'autres solutions, comme ce qu'on appelle notamment la certification de l'information. La certification de l'information permet pas de mesurer forcément les niveaux de pollution, mais le niveau, on va dire, de ce qui pollue, on va dire, le nombre de ce qui pollue l'information. La certification de l'information permet d'identifier les sources, bien les sites d'information qui sont, entre guillemets, crédibles, et des sites qui ne sont pas crédibles. On a par exemple ce travail qui est fait par des organismes européens qui permettent de dire, à l'aide de son navigateur sur Internet, de pouvoir télécharger une extension. Et cette extension-là va te permettre de dire, une fois que tu es sur actualité.cd, attention, ce site-là est dangereux, attention, ce site-là propose beaucoup... Il existe quand même des alarmes. Exactement, qu'on a détecter plus souvent de fake news sur ces sites-là plutôt que sur un autre. Donc l'on peut arriver par un travail qui peut être fait par le CESAC notamment ou par les instances d'autorégulation, arriver à donner une sorte de certification aux sites d'information qui permettrait aux individus consommateurs de l'information de savoir vers où ils vont.
comme les sociétés aujourd'hui dans la production des biens et services qui reçoivent la certification ISO. Par exemple. En disant, voilà, nous sommes certifiés. Exact. Et tout ça. Alors, quand vous revenez au chapitre 3, vous parlez de l'expérience congolaise, vous dites que les Congolais ne sont pas très intéressés par la question. Les Congolais, dont les journalistes, surtout les organes de presse, ne sont pas beaucoup intéressés par la question de fact-checking. Pourquoi? Qu'est-ce que vous partez de quelle observation? Alors, il y a une petite enquête que j'ai faite dans 10 rédactions de Kinshasa, et l'enquête est bien détaillée dans l'ouvrage. Parmi les grandes rédactions de la capitale, qu'on peut qualifier de majors, si vous voulez bien, on a interrogé les rédacteurs en chef sur qu'est-ce qu'ils entendaient par fake news, leur définition des fake news. En fait, je voulais avoir cette définition-là parce que je me dis, en sociologie, on dit que l'on ne peut avoir une définition, on ne peut se projeter ou bien se positionner par rapport à un phénomène qu'à partir de l'explication qu'on se donne de ces phénomènes-là. Et quand on interroge la plupart des rédacteurs en chef sur ce qu'ils considèrent comme fake news, pour eux, c'est en fait une réflexion binaire entre le vrai et le faux. C'est-à-dire que quand c'est faux, on ne touche pas. On touche que ce qui est vrai. Exactement. Du coup, on ne s'intéresse pas beaucoup à fake news, on s'intéresse aux informations qui sont considérées comme étant vraies. Or, la nuance est là. Fake news, on n'est pas dans le faux, le faux ou le vrai. On est dans l'intention. C'est l'intention de celui qui donne l'info. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Or, l'étude de l'intention peut-être te donner des clés pour comprendre vers où on peut Et c'est là où vous parlez de fake news d'État. Alors, le fake news d'État, c'est par exemple, on l'a vu avec les États-Unis d'Amérique avant d'attaquer l'Irak, qui ont décidé qu'il y avait à l'Irak des armes. Donc on crée une campagne médiatique pour pouvoir diaboliser la cible et s'organiser. Justifier l'arme. Exactement. Un peu comme Kadhafi aussi. Avec Kadhafi, un peu aussi comme ici chez nous, on a eu plusieurs fois aussi des cas de désinformation qui ont été les cas, je les cite dans l'ouvrage, de Mwanza Lomba, où vous avez un ministre de la communication qui invite des journalistes pour dire cette vidéo-là qui montre des militaires en train de tirer sur les miliciens de Kamonansapu, c'est une vidéo qui est montée. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui est derrière, on a l'identité. Mais il se trouve que malgré cette démonstration, entre guillemets, du ministre, on s'est retrouvé avec un travail de justice qui a été fait et des personnes qui ont été identifiées dans la vidéo ont été condamnées. Pour dire qu'il y avait là, par le porte-parole du chef de l'État, enfin, par les porte-parole du gouvernement, une intention malveillante de désorienter. L'information donc devient une arme entre les mains de ceux qui l'utilisent et elle est orientée vers des écosystèmes précis et dans une arme de guerre. Alors dans le cas par exemple qui concerne le Congo et le Rwanda, sommes-nous en présence d'une production industrielle de fake news? Oui, dans la mesure où aujourd'hui, comme je disais, la guerre n'est pas simplement avec de bombes. On rentre dans une logique de ce qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride, c'est cette guerre qui utilise plusieurs canaux ou plusieurs stratégies pour arriver à des fins de déstabilisation de l'adversaire. Et cette guerre hybride peut se faire notamment sur le terrain militaire, peut se faire sur le terrain notamment commercial, économique, donc la guerre économique. Ça peut également se faire sur le terrain de la désinformation pour déstructurer les camps adverses, mais aussi pour arriver à créer de la confusion dans la société qui est en face de nous. On a l'exemple qui est patent d'un nombre identifié d'acteurs, de micro-acteurs d'influence sur Twitter qui se donnent comme travail, comme tâche, pendant une certaine période, de pouvoir promouvoir, par exemple, les vidéos des militaires congolais en train de danser, des militaires congolais ivres, des militaires congolais en train de se taper, ainsi de suite. Donc, ça rentre dans une campagne qui fera en sorte que, en face, vous avez une population qui va perdre confiance vis-à-vis de son armée et qui pourra
en tout cas dans l'intention de celui qui apporte cette guerre hybride, se retourner contre sa propre armée. C'est comme ça que vous parlez de milice numérique. Alors là, maintenant, on est dans les contextes plutôt politiques, où vous avez les extensions de partis politiques et des regroupements politiques sur le plan, sur le terrain numérique, où vous avez de représentants de ce que l'on peut qualifier aujourd'hui, puisque le terme est dans la culture populaire maintenant, les talibans, les Pangistanais, Kashoboé, Pyongyang, ainsi de suite. Et Kashoboé, Pyongyang, ou encore les talibans et les Pangistanais représentent une sorte certains camps politiques et sont organisés exactement comme des milices qui sont coordonnées et qui parfois peuvent distiller des attaques bien senties envers des cibles politiques identifiées. Qu'est-ce qui reste finalement au journalisme pur et dur que nous avons pratiqué? Sommes-nous dépassés ou sommes-nous envahis? Sommes-nous encore à même de faire ce travail de manière professionnelle? Parce que dans votre ouvrage, vous revenez sur les journalismes engagés. Je ne sais pas quelle est la position que vous en prenez, mais est-ce que ce phénomène peut-il un jour se stabiliser, devenir la norme? Un jour, quelqu'un m'a posé la question de savoir quel est l'avenir de la presse écrite ou quel est l'avenir de la radio. Ma réponse a toujours été quel est l'avenir de l'information. L'information peut prendre n'importe quel corps. Ça peut prendre le corps numérique, ça peut prendre le corps papier ou encore radio ou TV. Mais c'est ça, on va dire, le plus grand défi pour nous, c'est de pouvoir travailler sur l'importance du journalisme dans notre société, parce que le journalisme peut avoir ses défauts, mais on n'a pas encore trouvé les remplaçants du journalisme dans notre société pour arriver notamment à éclairer les débats publics. Et l'éclairage de ces débats publics donne, on va dire, une orientation vers quelle société on va, vers quelle démocratie on veut avoir. Pascal Ligodi, c'était vraiment un plaisir pour moi. J'aurais voulu qu'on continue parce qu'il y a tellement de choses à apprendre sur cet ouvrage. Mais une dernière question pour finir. Dans votre conclusion de cet ouvrage, entre autres recommandations, vous recommandez la professionnalisation. Vous dites que c'est le chemin du salut pour l'ensemble des choses que nous avons décrites. Alors, de quoi s'agit-il pour vous? Alors, il y a plusieurs propositions qui sont faites. Déjà, au niveau de la régulation, vous savez que les fake news en RDC a été criminalisé par le biais de la loi sur le numérique. Oui, l'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur le numérique et l'ordonnance loi de la même année, de la même date sur l'exercice de la liberté de la presse. Vous pouvez vous encourir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si vous avez distillé une fake news avec l'intention de nuire. Mais il n'y a pas que la criminalisation. Aux côtés de la criminalisation des fake news, il y a également le travail qui doit être fait au niveau du régulateur, c'est-à-dire le CESAC, qui doit comprendre ces enjeux et mettre en place des mécanismes qui permettraient de pouvoir, recenser quels sont, on va dire, les différents diffuseurs qui sont sur le territoire et arriver à réguler les contenus. Troisièmement, un travail qui doit être fait avec l'autorégulateur, l'instance d'autorégulation, qui, on va dire, c'est la régulation qui s'est faite au sein du système médiatique, donc entre les journalistes et consorts. Aujourd'hui, on voit très bien que cette instance d'autorégulation ne fonctionne quasiment pas. On a également un travail de co-régulation qui doit être fait. Cette co-régulation, c'est entre le CESAC, l'instance d'autorégulation, les instances comme l'Association des médias d'information en ligne de la République démocratique du Congo, la NECO et toutes les organisations. Mais on a également une co-régulation à l'international, parce que comme nous sommes dans un village planétaire et que tout est interconnecté, il va falloir que ce que nous faisons ici soit connecté avec les instances à l'international pour avoir un résultat beaucoup plus intéressant. Et ensuite, et pour terminer, ce que je dis, c'est aussi qu'il faut qu'il y ait une coopération avec les plateformes numériques, puisque les plateformes numériques sont devenues plus fortes, plus influentes que certains États, par exemple. Oui. Il faut qu'on arrive à travailler avec ces différentes plateformes sur quelques créneaux. Par exemple, l'on arrive à identifier des fake news et à démonétiser des fake news qui apportent de l'argent à ceux qui produisent. Et dernière chose, c'est le travail de nous-mêmes, journalistes. Qu'on en arrive à
c'est dire que l'on n'est plus seul dans cet écosystème de l'information et que l'on doit s'adapter. S'adapter. Si on ne s'adapte pas, moi, ma fille a 14 ans, ses références ne sont pas mes références à moi. Mes références se trouvaient à la télévision, ses références à elle se trouvent sur Internet. Et ce n'est pas toujours les journalistes, ça peut être des youtubeurs, ça peut être des influenceurs. Des influenceurs et tout ça. Merci. Et on doit comprendre ça et il travailler. Faut s'adapter, il faut bien s'adapter. Et pour terminer cette émission, je voudrais faire justice au postfacier de cet ouvrage, parce que j'ai lu tout à l'heure le préfacier, mais le postfacier, c'est le professeur Ribio Nzeza Bunketi Boussé. Voilà. Alors, il dit dans cet ouvrage, parce qu'il a vraiment mis un point d'honneur, il dit d'une plume facile et d'une écriture simple, l'auteur offre à travers cet ouvrage une source précieuse d'informations sur des fake news, avec leur implication dans un contexte africain en général et congolais en particulier, caractérisé par des mutations d'ordre politique et économique divers et surtout marqué par des décennies d'instabilité et évoluant vers une situation de post-conflit finissante dans laquelle le journaliste a un rôle non négligeable à jouer. L'auteur a le mérite de mettre son savoir et son expérience à la réalisation d'une telle mission et nous le félicitons pour ce travail qu'il a fait et nous espérons vraiment qu'il va continuer cette capacité de mettre par écrit, d'écrire des ouvrages et qui nous indiquent le chemin. Notre monde évolue très rapidement et parfois si nous perdons des indicateurs, nous risquons d'être des nostalgiques d'un temps qui ne pourra jamais revenir. Il faut s'adapter aux mutations qui viennent et généralement ce sont des mutations qui sont basées sur des découvertes, sur des technologies, mais surtout aussi sur une vision du monde qui réduit les distances. Merci d'avoir réduit notre distance, Patient Ligodi, et surtout de continuer à travailler et surtout, ne changez pas. C'était un honneur d'être reçu par vous. Merci infiniment de l'espace. Merci de la considération. Cet ouvrage est un appel au débat et ce n'est pas la fin d'un parcours, c'est plutôt les débuts de quelque chose. C'est fini donc chez mes critiques. Je vous rappelle que je recevais Patient Ligodi, directeur général d'actualité.cd, enseignant en journalisme, mais avant tout un journaliste passionné par la science. Au revoir et à la prochaine.